J'ai commencé à avoir l'impression de m'abandonner lentement. Pas le genre de fatigue qu'on ressent après une longue journée ou le stress du travail. C'était de l'épuisement, comme si quelqu'un me vidait petit à petit de mon énergie, jour après jour. Je m'appelle Catherine. J'ai 36 ans et je vis à Portland, dans l'Oregon. Avant, je débordais d'énergie, je travaillais dans l'analyse financière, j'étais vive d'esprit, réactive, toujours maître de mon rythme. Mais maintenant, tout me semblait flou, comme si un épais brouillard m'enveloppait l'esprit. Jour après jour, je devenais de plus en plus distraite, je laissais tomber mon portefeuille à la caisse, j'oubliais mon mot de passe de messagerie et mes rendez-vous clients. Un matin, en arrivant au bureau, je ne me souvenais plus de mon itinéraire. Ce n'était plus une fatigue régulière, mais mon corps. Chaque matin, je me réveillais avec l'impression d'avoir eu un accident. J'avais mal aux muscles, la tête me lançait, et les rêves ressemblaient davantage à des cauchemars. Chaque nuit, je rêvais d'être enfermé dans une pièce fermée, quelqu'un me regardant par une fente de la porte, murmurant quelque chose d'une voix que je ne comprenais pas. Mais ça me glaçait le sang. Le plus étrange, c'est que tout a commencé il y a environ 3 mois, à peu près au moment où mon mari Brandon a commencé à me préparer du thé tous les soirs. « Tu as besoin de bien dormir, ma puce », me disait-il en me posant une tasse fumante dans les mains, d'une voix douce et le regard plein d'inquiétude. « À travailler comme ça, tu vas tomber malade tôt ou tard. » Je trouvais ce geste attachant. Il a 6 ans de plus que moi, travaille dans l'immobilier, calme, posé, le genre d'homme sur lequel je pensais pouvoir compter après des années à tout gérer seul. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr, car à chaque fois que je buvais le thé que Brandon préparait, au bout de 10 minutes, mes paupières s'alourdissaient et j'avais la tête qui tournait. Ce n'était pas juste de la somnolence. C'était comme un coup direct dans mon système nerveux, me submergeant sans contrôle. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est que je ne savais jamais exactement de quel type de thé il s'agissait. Je demandais et il souriait et répondait, un mélange spécial d'herbes que j'ai acheté dans une petite boutique près du travail. Sans étiquette. Je ne l'ai jamais vu le préparer. Après ma douche ou après avoir été occupé à autre chose, je commençais à y prêter plus d'attention. Quand je faisais semblant de siroter lentement, il me regardait plus souvent, comme pour guetter une réaction. Un soir, j'ai senti une étrange odeur forte sous les habituelles notes de menthe et de camomille. Subtile, mais suffisante pour me glacer le sang. Sa douceur a également commencé à se fissurer. Brandon est devenu plus irritable. Un jour, j'ai laissé mon manteau sur le canapé et il l'a jeté par terre en grognant, toujours en désordre. Quand je lui ai demandé pourquoi il agissait ainsi, il a mis ça sur le compte du stress du travail. Puis il m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais plus me fier à ses câlins. Ce malaise a commencé à envahir chaque instant de ma journée. J'ai continué à chercher des explications rationnelles. Stress, manque de sommeil, météo. Mais plus j'essayais, plus la peur grandissait. Et sous tous ces doutes, une question me trottait dans la tête à chaque fois. J'ai regardé cette tasse de thé du soir. Que se passerait-il si j'arrêtais d'en boire? Je n'en pouvais plus. Ce matin-là, après m'être réveillé avec les yeux douloureux, la bouche sèche comme du papier et un étrange bleu sur le bras, j'ai décidé d'appeler Monica, ma meilleure amie de fac, aujourd'hui pharmacienne dans une grande pharmacie de Beaverton. « Tu es libre ce soir ?» ai-je demandé en essayant de garder une voix ferme tout en appelant depuis le téléphone fixe du bureau. « J'ai besoin de parler. C'est urgent. » Monica resta silencieuse une seconde avant de répondre. 20 heures chez moi et mon chat. Apportez tout ce qui a trait à ce que vous avez bu. Ce soir-là, je suis arrivé chez Monica, léthargique mais essayant de paraître alerte. Son appartement était comme la dernière fois que je lui ai rendu visite. Rangé, confortable, rempli de livres de médecine et de petites plantes en pot sur les rebords de fenêtres. L'odeur de menthe de son diffuseur me caressait doucement le nez, un contraste saisissant avec l'odeur qui hantait mon sommeil chaque nuit. « Assieds-toi » dit Monica en posant 2 tasses de tisane à la camomille devant nous. « Raconte-moi tout. » Je n'avais pas voulu pleurer, mais au moment où mes lèvres ont touché le thé, un thé qui n'était pas fait par Brandon, les larmes ont coulé. Je lui ai tout raconté, la fatigue accablante, les cauchemars récurrents, le souvenir embrumé et la confusion sans raison. J'ai décrit le thé que Brandon me donnait tous les soirs, l'odeur étrange et piquante, la façon dont ses yeux se durcissaient quand je lui demandais ce qu'il contenait. Monica ne m'a pas interrompu, mais son visage s'assombrit à mesure que je parlais. Quand j'évoquais une légère odeur chimique dans le thé, elle posa sa tasse et dit sans détour,
Catherine, on dirait que tu ingères un léger sédatif ou un somnifère. Ce sont des substances hydrosolubles, incolores et sans odeur forte, qui, utilisées de manière répétée, peuvent perturber le sommeil, la mémoire, voire le comportement. J'ai fixé Monica du regard. Tu veux dire que Brendan me drogue? Elle n'a prononcé qu'une phrase et ça m'a glacé le sang. Tu dois le tester, mais ne le laisse pas le découvrir. Nous sommes restés assis en silence quelques secondes, juste le tic-tac de l'horloge. Monica a sorti un kit basique d'analyse d'eau de son tiroir et m'a donné un conseil crucial. D'abord, arrête d'en boire, mais assure-toi qu'il pense que tu en bois encore. Fais semblant. Vide-la quand il ne regarde pas. Note tout comportement étrange, ses paroles, ses réactions, ses expressions, et si possible, gardant un échantillon pour que je le teste. J'ai quitté la maison de Monica avec l'impression d'avoir signé un contrat avec moi-même. Je n'étais plus une épouse méfiante. J'étais quelqu'un qui enquêtait sur l'homme qui dormait à côté d'elle. La nuit suivante, Brandon me tendit la tasse habituelle. Il fait froid ce soir, dit-il en me caressant doucement les cheveux. Le thé au gingembre t'aidera à dormir. Je garda mon sourire juste assez longtemps, puis me dirigeai vers la fenêtre du salon, où une orchidée fanée attendait, ses pétales recourbés comme s'ils gardaient eux aussi des secrets. Tandis qu'il se tournait vers la cuisine, j'inclinai la tasse. Le thé pâle imprégna la terre. Quelques gouttes tombèrent sur la feuille, la faisant trembler. Je la fixai quelques secondes, la paume glacée. De retour sur le canapé, je portai la tasse vide à mes lèvres et fermai les yeux comme pour la savourer. Le thé de ce soir a une odeur différente, dit-il nonchalamment en lui jetant un rapide coup d'œil. Tu as utilisé un nouveau mélange? Brandon marqua une pause. Pas grand-chose, juste un battement d'œil un peu plus long que d'habitude. Oh, j'ai ajouté un peu de miel et de gingembre, répondit-il, avant d'esquisser un léger sourire. Tu aimes? Je me forçai à sourire. Ouais, ça va. Cette nuit-là, je fis semblant de m'endormir dès que les lumières furent éteintes. Dos au mur, une main posée sur la couverture, la respiration régulière, comme toutes les nuits. Mais cette fois, je ne dormis pas. J'attendis. Seul le tic-tac de l'horloge et des pas légers dans le couloir rompirent le silence. Je restai allongé dans mon lit, les yeux fermés, la respiration calme comme celle d'un profond sommeil. Dans l'obscurité, chaque sens me parut douloureusement amplifié. Chaque craquement du parquet, chaque bruit discret dans l'appartement me fit arrêter mon cœur. Brendan n'entra pas immédiatement dans la chambre. J'entendis le tintement d'un verre, l'eau coulait dans le lavabo. Puis plus rien. Près de 10 minutes passèrent dans un silence étouffant. Je commençais à me demander s'il avait compris. Puis un léger clic. Pas la porte de la chambre, celle du bureau. Mon cœur battait la chamade en entendant ses pas silencieux à l'intérieur. Le grincement d'une chaise. Le tapotement d'un clavier. Au bout de quelques minutes, je me suis levé, posant mes pieds un à un sur le sol, comme pour traverser un champ de mine. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas respiré trop fort. Chaque pas pouvait changer ce que j'allais trouver. J'ai atteint le couloir. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. Par l'ouverture, j'ai vu le dos de Brandon illuminé par la froide lumière bleue d'un écran d'ordinateur portable. Mon ordinateur portable. Il était dans ma boîte mail personnelle. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ma main s'est agrippée au mur, glacial. Il ne faisait pas que fouiner. Il avait une clé USB noire branchée sur le port latéral. L'écran affichait des dossiers, des informations bancaires, des contrats de location, des plans d'investissement, des informations fiscales. Il copiait tout. Je l'ai regardé ouvrir le dossier « Documents personnels ». À l'intérieur se trouvaient des scans de mon passeport, de ma carte de sécurité sociale et une copie de l'acte de propriété à mon nom. Chaque clic de Brandon me faisait l'effet d'un coup de couteau dans la poitrine. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert un nouvel onglet de navigateur et a essayé de se connecter à mon compte bancaire en ligne avec un ancien mot de passe que j'avais modifié des semaines auparavant. Lorsque le système l'a signalé comme incorrect, il a froncé les sourcils et a cherché un lien de réinitialisation dans mes emails archivés. J'étais figé. Puis il a ouvert un PDF. C'était une demande de prêt en ligne à mon nom. Le montant était de 75 000 $. Motif, investissement pour un projet d'expansion immobilière à Austin. J'y ai joint des relevés bancaires,
une copie de ma pièce d'identité et une garantie indiquant l'appartement actuel, dont je suis entièrement propriétaire. J'ai agrippé le chambranle de la porte, les ongles enfoncés dans ma peau. Ce n'était pas impulsif. C'était un plan. Délibéré, minutieux, calculé. Brandon usurpait mon identité. Après avoir téléchargé l'intégralité des documents, il en a imprimé certains. J'ai entendu le léger bourdonnement de l'imprimante dans un coin. Puis il a sorti une serviette en cuir marron du tiroir, l'a ouverte et y a soigneusement rangé chaque document, comme s'il se préparait pour un rendez-vous client. À ce moment précis, Brandon a tourné la tête. J'ai immédiatement reculé, me collant contre le mur. La lumière du couloir à détecteur de mouvement ne s'est pas allumée. Apparemment, il ne l'avait pas remarqué. Une minute plus tard, il a fermé la porte du bureau, éteint les lumières et s'est dirigé vers le salon. Je me suis précipité au lit comme un fantôme, tirant la couverture sur moi, les yeux fermés, le souffle coupé. Son odeur persistait sur ma chemise tandis qu'il se penchait vers mon visage. Sautez fort, ma puce, a-t-il murmuré. Encore quelques pas, j'ai failli craquer en entendant un léger ronflement provenant du salon. Brandon avait l'habitude de dormir sur le canapé dès que j'étais trop fatigué. J'ai ouvert les yeux. La panique était toujours là, mais maintenant, elle était noyée par une rage noire. Brandon ne m'empoisonnait pas seulement physiquement. Il m'effaçait de ma propre vie. Discrètement, méthodiquement, intentionnellement. Chaque tasse de thé, chaque faux sourire, chaque mot doux n'était qu'un écran de fumée pour un plan monstrueux. Je devais partir. Le lendemain matin, j'ai quitté l'appartement avant que Brandon ne se réveille. Pas de mots, pas de porte claquée, juste le léger bruit des chaussures sur le sol du couloir. Chacune d'elles laissait échapper une couche supplémentaire d'un amour depuis longtemps devenu creux. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour le doute. Je vivais avec un traître, et si j'attendais plus longtemps, je perdrais tout. Je me suis précipité à la pharmacie où travaillait Monica. Elle venait de pointer quand elle m'a vu attendre sur le trottoir. Le visage pâle, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil. Elle n'a pas posé de questions. Elle a répondu par un léger mouvement. Viens avec moi maintenant. Dans son petit appartement de Hillsborough, je me suis effondré à la table de la cuisine, les mains encore tremblantes de chaos. Anukika m'a agrippé à l'épaule. On ne le laissera pas aller plus loin. 2 heures plus tard, j'étais au cabinet de l'avocat Elliot Sanders, un ami de Monica qui l'avait aidé dans un litige concernant une marque pharmaceutique. Son bureau était au 8e étage d'une tour de verre du centre-ville de Portland. La salle d'attente était minimaliste et élégante, mais je ne pensais pas à l'esthétique. Je n'éprouvais qu'une peur, être anéanti, perdre tout ce que j'avais bâti. Monsieur Stone, asseyez-vous, dit Elliot en me serrant la main. Sa voix était grave et ferme. Monica me raconta brièvement la situation. Avez-vous vos coordonnées bancaires? Je déposai tout sur la table. Mon passeport, le titre de propriété à mon nom et une copie de mon contrat de crédit personnel. Elliot examina attentivement chaque page, puis commença à esquisser le plan. Première étape, dit-il, il faut tout geler. Compte chèque, carte de crédit, épargne. Je vous appelle tout de suite. Je lui tendis immédiatement mon téléphone. Mes mains tremblaient encore. Deuxième étape, poursuivit-il, les yeux toujours rivés sur son écran d'ordinateur. Nous allons déposer une plainte pour usurpation d'identité auprès des 3 principales agences d'évaluation du crédit, Equifax, Experian et TransUnion. Nous demanderons le gel de toutes les demandes de prêt à votre nom pour les 90 prochains jours. Il marqua une pause et me regarda. Avez-vous des preuves photographiques, des captures d'écran, des vidéos de surveillance, quoi que ce soit? Je secouai la tête. Je ne l'ai vu de mes propres yeux qu'hier soir, mais je me souviens de chaque fichier qu'il a ouvert, de chaque site web, et même du nom de la clé USB qu'il a utilisée. Si nécessaire, je peux rédiger une déclaration détaillée. Fais-le, a-t-il dit. D'ici la fin de la journée, je déposerai plainte auprès de la police pour fraude financière majeure. Le poids qui me pesait sur la poitrine commençait enfin à se dissiper. Je me suis assis et j'ai tout noté, de la première tasse de thé jusqu'au moment où je suis resté figé devant la porte du bureau. Elliot a continué à passer des appels, à envoyer des emails et à traiter des documents avec la précision de quelqu'un habitué aux urgences. Vers 15 heures, l'essentiel était terminé. J'avais gelé tous mes comptes,
mis à jour mes mots de passe grâce à un nouveau gestionnaire que Monica avait installé pour moi et transféré tous les documents originaux dans un endroit sécurisé qu'Elliot avait prévu. À partir de maintenant, tu ne retourneras plus seul dans cet appartement, a-t-il dit en se calant dans son fauteuil. Mieux vaut rester chez quelqu'un de confiance jusqu'à ce que nous ayons la situation sous contrôle juridique. Je reste chez Monica ce soir. Son expression s'est adoucie lorsqu'il m'a lancé un petit regard approbateur. Bien. Ne te laisse pas influencer par tes émotions. Tu fais ce qu'il faut. Ce soir-là, assise sur le petit canapé de Monica, serrant un oreiller moelleux contre ma poitrine, je me suis senti vraiment en sécurité pour la première fois depuis des mois. Brandon était peut-être malin. Il avait peut-être soigneusement planifié chaque étape, mais il a commis une erreur cruciale. Je n'étais plus la femme qu'il avait l'habitude de manipuler. Ce soir-là, alors que je pliais du linge dans le salon de Monica, mon téléphone a sonné. Son nom s'est allumé sur l'écran. Brandon. Je n'étais pas surprise. Je m'attendais à cet appel toute la journée. Ma poitrine s'est serrée en décrochant. Bonjour. J'ai à peine reconnu ma propre voix. Chat. Sa voix était affolée, tremblante. Où es-tu? Je t'ai appelé toute la journée. Où es-tu allé ce matin? Que s'est-il passé? J'ai laissé le silence s'éterniser. Je voulais voir jusqu'où il irait. Jouant au mari inquiet. Tu es parti sans un mot. Brandon a continué d'un ton plus pressant. Je me suis réveillé. Le lit était vide. Ton téléphone était éteint. Je suis vraiment inquiète pour toi, tu sais. J'ai eu un rire sec. Sérieux, Brandon? Inquiet? Garde cette inquiétude pour les comptes bancaires que je viens de geler ou la clé USB que tu as glissée dans ton sac en cuir hier soir. Silence, puis un soupir profond. Kat, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais exactement de quoi je parle, dis-je froidement. J'ai tout vu. Tu as accédé à mon ordinateur portable. Tu as copié des documents personnels, des photos d'identité, des informations bancaires, même l'acte de propriété de l'appartement. Tu demandais un prêt à mon nom, n'est-ce pas? Pour un soi-disant investissement immobilier à Austin. Il est resté silencieux. J'ai continué, chaque mot comme une lame. Arrête de faire semblant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et n'oublie pas, je sais aussi ce que tu glisses dans mon thé tous les soirs. Je ne l'ai pas bu. J'ai fait semblant. Tu as essayé de me transformer en cadavre ambulant, en m'assommant pendant que tu m'effaçais discrètement de ma propre vie. Kat. Sa voix tremblait. Je sais que tu te fais des idées. On traverse juste une mauvaise passe. Tu exagères. Exagérer? J'ai haussé le ton. Soyons clairs. Tu sais ce qu'est une exagération? Droguer ta femme, voler son identité, ruiner le crédit, les biens et la vie de quelqu'un qui te faisait entièrement confiance. Tu ne comprends pas. J'ai des problèmes financiers. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai laissé échapper un petit rire amer. Des problèmes financiers? Alors, tu as rempli une demande de près de 75 000 $ à mon nom, envoyé des pièces d'identité scannées, des relevés bancaires, et comment comptes-tu expliquer la vidéo de surveillance de l'immeuble qui t'a probablement filmé en train de partir au milieu de la nuit avec mon dossier? Brandon n'a rien dit. J'ai continué, ferme et clair. J'ai engagé un avocat. J'ai signalé une usurpation d'identité. Tous mes comptes sont protégés et je demande le divorce demain matin. Kat, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. On peut arranger ça. Ne nous fais pas ça. Je me suis assis lentement, d'un ton posé. Non, Brandon. Je reprends ce qui m'appartient. S'il te plaît, suppliait-il presque. On peut tout recommencer. Je te dirai tout. Quoi que tu veuilles savoir, je te le dirai franchement. Je n'ai pas besoin d'aveux, intervins-je doucement, mais avec une précision froide. J'ai besoin de liberté et de vérité, que tu n'avais jamais eu l'intention de me donner. Je raccrochai. Mes mains serraient toujours le téléphone, mais cette fois, il ne tremblait pas. Monica sortit de la cuisine, le regard inquiet. Ça va? Tu sais quoi? Je ne m'étais pas senti aussi clair depuis longtemps. Le lendemain matin, j'arrivai au bureau d'Elliot plus tôt que prévu. Je n'attendais pas dans le hall depuis plus de 10 minutes lorsqu'Elliot ouvrit la porte, tenant une épaisse pile de documents soigneusement rangés dans une chemise en cuir noir.
Son expression était plus sérieuse que d'habitude. Et lorsque la porte de la salle de conférence se referma derrière moi, je sentis que ce que j'allais entendre n'était pas seulement juridique. Tu devrais te préparer, dit lentement Elliot. J'ai demandé à un contact en cybersécurité de récupérer l'historique des connexions et des messages du compte secondaire auquel Brandon a accédé sur ton appareil. Ce que nous avons trouvé risque d'être difficile à digérer. J'ai serré les poings, essayant de calmer ma voix. Que as-tu trouvé? Elliot a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. Une liste de mails est apparue avec des objets directs. Concernant le plan de suppression totale. Mise à jour sur les comptes de Catherine. Voyage du mois prochain. L'expéditeur, sarah.vrisolding.com. Son vrai nom est Vanessa Cruz. Elliot a dit qu'il s'agissait d'une ancienne collègue de Brandon, de son ancien cabinet à Houston. Leurs messages ont commencé à se multiplier il y a environ 6 mois. Au début, c'était pour le travail, mais c'est devenu beaucoup plus intime. J'ai parcouru les emails. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Je n'en peux plus, Brandon. Quand est-ce qu'on va enfin se débarrasser de cet idiot? Encore un peu de patience, ma puce. Les documents du prêt sont presque terminés. Le mois prochain, réserve juste le vol. Je m'occupe du reste. L'appartement à Scottsdale est déjà choisi. Elliot a accéléré le défilement. J'ai vu une image jointe, la photo d'un contrat d'achat immobilier avec Vanessa Cruz comme acheteuse et Brandon Stone comme sponsor financier. Les mots étaient flous, ma gorge brûlait. Kat est presque partie après le thé. Elle s'écrase violemment tous les soirs. Vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile de prétendre être un mari aimant. J'avais l'impression de recevoir un coup de poing en pleine poitrine. J'avais des soupçons, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me réduirait à un outil, un bien jetable. Juste cet idiot. La voix d'Elliot s'adoucit, comme s'il avait peur de me briser. Ils avaient prévu de vider tous les biens à ton nom. Économie pour l'appartement, action de retraite, puis disparaître ensemble, peut-être à l'étranger. Elle m'a même envoyé des photos de voitures et de l'intérieur de l'appartement qu'elle souhaitait. Il m'a montré une image, une décapotable blanche garée devant un Penthouse avec vue sur les dunes de sable. En dessous, un email de Vanessa. Tu crois que ça me va? Je ne pouvais pas bouger. Tout mon corps était figé. Il fut un temps où je pensais pouvoir pardonner à mon mari d'avoir pris des décisions financières désespérées. Mais pas ça. Pas une trahison intentionnelle. Pas un conscrit scénarisé jusque dans les moindres détails. Brandon n'avait pas seulement essayé de me voler mon argent. Il avait essayé de m'effacer. Clic après clic, gorgée après gorgée, chaque bonne nuit imprégnée de produits chimiques qui m'assombrissaient, demandais-je à mon cheval de bataille. Pouvons-nous utiliser ces courriels pour porter plainte? Absolument, répondit fermement Elliot. J'ai tout sauvegardé et envoyé une copie à la division des crimes financiers de l'État, mais tu devras rester forte. Ce ne sera pas simple. Il essaiera de te contacter, de plaider, voire de te blâmer. Mais l'important, c'est que tu détiennes la vérité maintenant. Ce soir-là, j'étais assise seule dans le salon de Monica, j'ouvrais mon ordinateur portable et je relisais chaque courriel. J'avais besoin de savoir chaque mot qu'il disait dans mon dos, chaque plan, chaque promesse qu'il avait faite à une autre femme. Parce qu'à partir de demain, ce serait moi qui mettrais fin au scénario qu'il avait écrit depuis le début. J'ai demandé le divorce un lundi matin tranquille. Pas de tribunal, pas de scène. Juste une seule signature clôturant discrètement un chapitre qui avait failli m'effacer. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. En franchissant les portes du bureau que je connaissais si bien, j'ai croisé des regards, mêlés de surprise et d'hésitation. Mais peu m'importait. Je n'étais pas revenu pour m'expliquer. Je suis revenu parce que je n'avais jamais accepté de rester en bas. Monsieur Larson, mon chef de service, a interrompu son travail en me voyant. Catherine, je pensais que vous prendriez plus de congés, a-t-il dit, mi-surpris, mi-soulagé. Il faut que je reparte de zéro, ai-je répondu. Et c'est le meilleur endroit pour commencer. J'ai repris mon rôle comme si je n'étais jamais parti. Je mettais de l'ordre dans les rapports en retard, je m'occupais des projets que d'autres évitaient. Les feuilles de calcul, les données, autrefois épuisantes lorsque je vivais avec Brandon, sont redevenues un point de repère. Elles m'ont donné forme, ordre. J'ai commencé à trouver mon rythme. Quelques semaines plus tard, j'ai été invité à une réunion privée avec la direction.
On m'a demandé de diriger une équipe stratégique dans notre nouvelle succursale de Seattle. En l'apprenant, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai repris confiance en moi. J'ai décidé de déménager. Le vieil appartement a été mis en vente, avec tous les souvenirs déformés qu'il contenait. J'ai choisi une petite maison près du lac Ogeo, où je n'avais pas besoin de réveil, et où la brise à travers les fenêtres suffisait à commencer une journée paisible. Monica est restée à mes côtés comme si la tempête n'était jamais passée. Elle m'a encouragé à revisiter la peinture, une passion que j'avais abandonnée à l'université. Au début, je peignais juste pour me libérer, mais plus je peignais, plus j'avais l'impression de reconstituer des parties de moi-même que les mots ne pouvaient pas toucher. À l'automne, j'ai quitté le pays. J'ai erré à Paris, Florence, puis Vienne, pour finalement me reposer à Lisbonne. J'ai déambulé lentement dans les galeries, flâné dans les vieux cafés, et parfois dessiné discrètement ce qui me touchait. Ni pour personne, ni pour aucune raison, juste parce que je voulais vivre ainsi. Assez profondément pour ressentir, assez lentement pour savoir que j'étais encore en vie. À Lisbonne, j'ai renoué avec Émilie, une vieille amie d'université. Elle est maintenant photographe indépendante. Nous avons veillé tard pour partager les moments qui nous ont brisés. Je n'étais pas la seule à avoir fait confiance à la mauvaise personne. Mais ce qui m'a distingué, c'est d'avoir choisi de m'élever. De retour à Portland, j'ai rapporté quelques carnets, des toiles inachevées et un projet d'exposition personnelle dont je n'avais jamais osé rêver auparavant. Un après-midi de mars, je passais devant le nouveau quartier commerçant du centre-ville. Je me suis arrêté devant une boutique de lunettes. À l'intérieur se tenait Brandon. Il était penché, un dossier à la main. Cheveux en bataille, chemise froissée, le regard vide. Quelque chose dans ce regard m'a fait m'arrêter. Le visage d'un homme qui pensait autrefois tout contrôler, désormais réduit à une coquille vide, ne s'accrochant à rien. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés quelques secondes. Puis je me suis retourné. J'ai jeté mon foulard délicatement sur mon épaule et je suis passé devant lui comme une inconnue. Les lampadaires devant moi brillaient de mille feux. Dans la vraie vie, tout le monde ne perçoit pas les signes avant-coureurs d'une relation apparemment parfaite. L'histoire de Catherine nous rappelle qu'une confiance aveugle peut nous mener au bord du danger. Et parfois, celui qui nous trahit est la même personne qui nous tenait la main chaque soir. Mais de là à cela, Catherine nous montre aussi le pouvoir de la lucidité, de l'action opportune et du choix de soi plutôt que du sacrifice permanent. La liberté ne vient pas du pardon, mais du courage de recommencer. Que pensez-vous du parcours de Catherine et de la façon dont elle a affronté la trahison? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres témoignages puissants et émouvants sur la vie.